Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier numéro d'épisode suivant. Alors épisode suivant c'est quoi ? C'est votre tout nouveau rendez-vous sur Tech & Co pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries. On va sur ce plateau se retrouver toutes les semaines pour décrypter cette actualité des plateformes. On va parler évidemment des plateformes américaines, Netflix, Disney+, Amazon, etc. Mais aussi, on ne les oublie pas, les plateformes françaises parce qu'il s'y passe énormément de choses passionnantes. On va aussi vous donner, avec mes invités, des bons conseils pour vous retrouver vos séries, vos envies et ce qui pourrait vous tenter le soir devant la télé. Pour ce premier numéro, cet épisode pilote, si je peux l'appeler ainsi, j'ai deux invités autour de moi, deux formidables spécialistes des séries. Tout d'abord, Margot Barallon. Bonjour Margot. Bonjour Clément. Alors Margot, tu es journaliste indépendante, spécialiste des séries, je l'ai dit. On peut notamment te lire sur 3 couleurs, c'est ça ? Exactement. Et à côté de moi également, il y a Thibaut Gomez-Léal. Bonjour Thibaut. Bonjour Clément. Alors toi Thibaut, tu es chef de la rubrique streaming et cinéma, c'est ça, au Numérique ? Tout à fait, tout est vrai. Eh bien, je suis ravi que vous soyez là tous les deux. Merci d'être venus pour ce premier numéro et je vous propose qu'on attaque directement avec le débat de la semaine. Et pour ce premier débat, je voulais qu'on aborde une actualité qui ne date pas que de cette semaine, elle date des derniers mois, depuis mai exactement, c'est la grève à Hollywood, grève des acteurs et des scénaristes. Alors on va différencier les deux puisque l'avancement n'est pas le même. Les scénaristes ne sont plus en grève depuis 10 jours maintenant, ils ont trouvé un accord avec les majors, c'est-à-dire les grands studios et donc avec les plateformes de streaming, ce qui nous intéresse aujourd'hui. En revanche, les acteurs, eux, sont toujours en grève. Ils ont commencé un peu plus tard, ils ont commencé le 14 juillet et ils continuent de négocier pour trouver un accord avec ces mêmes studios. Et il y a un point, on l'a dit, c'est les plateformes de streaming. Sur les piquets de grève, on a beaucoup vu des slogans, des pancartes, des gens critiquer les plateformes de streaming. Alors évidemment, on parle de Netflix, on parle de Disney+, on parle de Prime Video, on parle d'Apple, Paramount, etc. Les grandes plateformes américaines. On va se pencher là-dessus. D'abord, pour commencer, tout simplement, Margot, qu'est-ce qui est reproché exactement par les acteurs et les scénaristes à ces plateformes de streaming ? Mais il y a deux grands reproches en réalité. Il y a d'abord des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle, ça je pense qu'on va en reparler plus tard, mais vraiment surtout des revendications autour de la rémunération des gens qui écrivent les séries et qui jouent dedans. En réalité, les plateformes, elles ont complètement bouleversé la façon de fabriquer et de diffuser les séries. Avant, vous aviez une chaîne de télé qui achetait 26 épisodes pour tenir toute la saison, et donc par définition, vous aviez des gens qui travaillaient pendant assez longtemps pour écrire tous ces épisodes, pour jouer dans tous ces épisodes. Aujourd'hui, ça a complètement changé avec les plateformes de streaming. Vous n'avez pas forcément 26 épisodes, vous avez même des mini-séries, parfois c'est qu'une saison, parfois c'est même que 4 épisodes. On se doute bien que si c'est plus court, il y a moins de travail à accomplir dessus. Et puis, vous n'avez pas le même mode de diffusion. Avant, c'était diffusé une fois, et puis ça pouvait être rediffusé, et toute rediffusion engendrait une rémunération supplémentaire. Aujourd'hui, la série, elle est toujours disponible sur la plateforme, plateforme qui, en plus, et ça leur a été beaucoup reproché, sont pas très transparentes sur les audiences que font les séries. Donc, potentiellement, elles sont très, très regardées. C'est un grand succès, mais les acteurs et les scénaristes ne touchent pas plus. Bien que ça fasse énormément d'audience. Donc tout ça a fait que vraiment les plateformes de streaming sont dans le viseur pour justement améliorer ces rémunérations pour les auteurs et pour les acteurs. Et donc là, les auteurs ont obtenu des avancées. Alors c'est pas la première grève qu'il y a à Hollywood, il y en a déjà eu par le passé. On sait que les relations entre les grands studios et les syndicats d'acteurs, de scénaristes, voire de réalisateurs, ne sont pas toujours au beau fixe, hein. C'est un peu David contre Goliath par moment, c'est des studios qui ont énormément d'argent. Mais quand on lit là, les articles sur ce mouvement de grève, etc., il y a notamment un qui m'avait frappé, c'était Adam Driver, donc artiste, acteur connu, on va dire pour le moins, qui a joué dans des grandes franchises avec des sabres laser, pour ne pas la citer, qui est à l'affiche d'un film de Michael Mann qui va bientôt sortir sur Ferrari, et qui disait, il était à la Mostra de Venise, et qui disait, moi je comprends pas, je suis là, je peux faire mon métier parce que je travaille avec un studio indépendant qui a donné les garanties nécessaires aux acteurs, aux scénaristes par rapport à leurs revendications. Comment se fait-il que les grandes plateformes, les grands studios, eux, ne puissent pas le faire ? Ils ne comprenaient pas, Adam Driver, que alors qu'ils ont plus de moyens, ces studios ne sont pas capables de faire les mêmes concessions. On a un peu l'impression que ces plateformes, aujourd'hui, c'est un peu le grand méchant loup d'Hollywood. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui ? C'est quoi ce rapport de force ? Alors l'image du grand méchant loup, elle est effectivement impressionnante, mais comme disait Margot, les plateformes de streaming, donc Netflix, Prime, là on parle vraiment de l'Amérique, ont pendant
une décennie un peu plus profiter d'un paradigme qui leur profite, qui leur justement les aidait véritablement, puisque on a vu que précédemment il y avait un fonctionnement linéaire, on va dire de télévision linéaire qui était tout autre, et pendant 10 ans dans ce nouveau monde des plateformes de streaming, c'était un peu pas le Far West, mais les règles n'étaient pas encore, les frontières n'étaient pas encore bien établies, et du coup on s'était un peu calé comme ça sur ce que nous disait Netflix, ah non, nous on fonctionne comme ci, nous on fonctionne comme ça, et du coup voilà, pour l'instant, on était un peu dans ce moment-là. Donc, c'est normal qu'au bout de 10 ans de ce fonctionnement-là, Netflix et compagnie rentrent, soient rappelés à l'ordre véritablement et disent en fait, c'est bon, vous en avez bien profité pendant 10 ans, il n'y avait pas de règles qui étaient adaptées à vous. Maintenant, il est temps de rentrer, on va dire, dans le sillon, quoi, dans le moule habituel, et de commencer à mettre des choses en place qui sont peu ou prou similaires à ce que la télévision linéaire a appliqué depuis des décennies. C'est un petit peu finalement ce qui se passe à chaque disruption technologique. Oui. Il y a un acteur qui arrive, qui émerge, on ne sait pas trop quoi en faire, on le laisse faire parce que ça a l'air pas trop mal, et puis on se rend compte au bout de 5, 10 ans, 15 ans qu'il faut un peu peut-être réguler ces plateformes, et malgré tout, il y a un besoin quand même pour protéger, j'ai envie de dire, les petits, parce qu'on parle des acteurs, on a l'impression aussi que c'est que les grandes stars qu'on voit au cinéma, mais en fait les acteurs dans les séries, ça emploie énormément de monde, et notamment des gens qui sont au second plan d'un show que personne ne regarde. C'est beaucoup de second rôle et d'acteurs. Et justement, ce qui est reproché, c'est qu'en réalité, vous avez besoin de gagner une certaine somme, que vous soyez scénariste ou comédien, une certaine somme pour pouvoir notamment cotiser aux assurances de santé. Et donc, si vous gagnez moins, et c'est le cas de beaucoup de gens, vous n'êtes absolument pas protégé. Mais Thibaut a raison, ce Far West, en réalité, il a profité à tout le monde aussi. Il faut bien se souvenir que Netflix, par exemple, toutes ces plateformes, elles ont ouvert la voie à plus de liberté éditoriale. Quand vous n'avez plus 26 épisodes à faire, vous pouvez inventer plein de choses. Elles ont aussi donné la parole à des gens qui n'avaient peut-être pas leur place à la télévision, parce que la télévision est un peu engoncée dans des carcans. Donc, en réalité, pendant un moment, ça a été un peu l'Eldorado. Beaucoup d'auteurs, d'autrices sont allés vers ces plateformes, et en réalité, il y a deux mouvements. Les plateformes s'aperçoivent qu'elles n'ont pas de modèle économique qui leur permet de débourser de l'argent. Voilà. On l'a vu avec Netflix qui a perdu des abonnés pour la première fois l'année dernière. Et puis, de l'autre, on voit aussi des scénaristes et des acteurs, des actrices qui, en fait, s'aperçoivent que ce n'est pas si profitable pour elles et eux. Alors, on va quand même rappeler que les scénaristes ont trouvé un accord avec ces plateformes. Ils ont obtenu des garanties, notamment une hausse des rémunérations minimales, des primes aussi basées sur le nombre d'abonnés des plateformes. Il y aura aussi, alors ça c'est un peu plus obscur, un partage des données de visionnage des séries avec les syndicats. Donc ce ne sera pas public, on ne saura pas, nous, combien de personnes ont regardé l'épisode 4 de la saison 2 de telle série. En revanche, les syndicats, eux, pourront le demander pour obtenir des primes en fonction de ce visionnage. Est-ce qu'on peut dire, Thibaut, que les scénaristes, quelque part, ont un peu gagné leur combat? Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient? Et est-ce qu'on se dirige vers un modèle, on va dire, plus équitable? Alors, oui, je pense qu'ils ont gagné leur combat, puisque leur nouvel accord, on va dire, avec la MPTP, donc les studios de production, est nettement plus profitable pour eux. Ils ont obtenu, on l'a vu, un encadrement, on va en parler de l'intelligence artificielle, un encadrement des writers' room, c'est-à-dire qu'effectivement, qui étaient ces pièces de scénaristes qui avaient certaines zones grises et qui participaient à la paupérisation générale de la profession. Et surtout, comme tu l'as dit, ils ont eu gain de cause sur l'augmentation des salaires et des fameux residuals dont on parlait, ces paiements complémentaires qui permettent à un scénariste qui, rappelons-le, est une profession qui est précaire, il travaille pas, un peu comme les intermittents chez nous. Et donc ces residuals permettent à toute cette profession véritablement de simplement vivre de leur travail, ce qui semble être une évidence, voilà, mais c'est bien de le rappeler. Donc non, ils ont obtenu gain de cause et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour les acteurs aussi d'ailleurs, parce que ça va vraiment peser. Les acteurs qui sont toujours en grève, eux savent en fait qu'ils n'obtiendront pas moins que ce que les scénaristes ont obtenu. Ouais. Comme quoi, effectivement, quand tout le monde s'y met, il peut se passer quelque chose à Hollywood malgré le poids qu'ont ces grandes plateformes. Et d'ailleurs, on va dire, ça lance une dynamique assez particulière, puisque là, on a donc les scénaristes qui ont obtenu gain de cause. Les acteurs, ils sont actuellement en discussion et, comme tu l'as dit, ils vont sans doute effectivement être sur les mêmes bases. Mais l'année prochaine, plusieurs départements de l'industrie, les chefs opérateurs, les VFX, etc., l'animation, vont également rediscuter leurs contrats. Et donc, ça va aussi poser le ton général d'un nouveau rapport de force à Hollywood.
Alors, il y a un point effectivement qu'on n'a pas encore abordé dans cette grève, c'est le poids de l'intelligence artificielle. C'était une des revendications principales et dans l'accord signé avec les plateformes, il y a un point important, je le cite, hein, les outils propulsés par IA ne peuvent pas écrire ou réécrire du contenu littéraire et le contenu généré par l'IA ne sera pas considéré comme du contenu source. Alors ça veut aussi dire que les studios ne pourront pas imposer l'utilisation par exemple de logiciels comme ChatGPT aux scénaristes pour écrire des histoires et que, corollaire de ça, les scénarios ne pourront pas être utilisés, ceux qui sont écrits par des humains, pour nourrir et entraîner les IA, parce qu'on sait que c'est aussi un gros problème de droit là-dessus. Pourquoi est-ce que les plateformes de streaming, elles sont obnubilées par l'IA? Pourquoi ça les intéresse de faire écrire des séries ou de les faire jouer carrément par des IA? C'est des questions de coût, hein, tout simplement. C'est beaucoup moins cher de demander à ChatGPT de vous sortir un scénario finalement. Voilà, que de payer de vraies personnes pour le faire. Donc il y a vraiment un enjeu de coût. Et en ce qui concerne les acteurs, c'est aussi un peu différent. Il y a des gros enjeux alors de coût, certes, mais aussi, par exemple, de disponibilité. On sait très bien que si on arrive à reproduire la voix ou même le visage d'un acteur qui, en fait, on pourra employer la même personne alors qu'elle a 3 tournages différents. Enfin, on peut imaginer plein de choses en réalité. Ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant et très flippant, forcément, pour les gens qui... voilà, les acteurs ont peur de perdre, en fait, le contrôle de leur propre image, de jouer dans des publicités pour lesquelles ils n'ont jamais donné leur accord. Ça paraît fou, mais c'est un vrai risque. Donc, ça paraît tellement fou qu'on l'a vu pas plus tard que cette semaine avec Tom Hanks qui s'est levé un matin et a découvert un peu surpris qu'il faisait de la pub pour un dentiste, alors que pas du tout, c'est juste une IA, un deepfake de lui, et ça l'a agacé. Hein. Il a pris la parole, il a dit que c'était pas normal que son image puisse être utilisée là-dessus, qu'il avait évidemment rien à voir avec cette pub pour un dentiste. Il y a aussi la fille de Robin Williams récemment qui s'est exprimée à propos des IA vocales cette fois-là, alors c'est encore une autre partie, et qui découvre qu'effectivement il y a des IA de son père Robin Williams, qui par ailleurs avait été assez explicite, lui, avant de mourir, avait dit « je veux pas qu'on réutilise mon image », etc. Alors à l'époque, l'IA n'était encore qu'un doux fantasme, on va dire. La fille de Robin Williams, elle part d'un horrible monstre de Frankenstein. Vous qui regardez beaucoup de séries, si on s'intéresse au côté contenu, qu'est-ce que ça vous inspire, cette utilisation de l'IA? Est-ce que vous y voyez quand même des points positifs ou est-ce que finalement ça vous fait très peur et on est dans un futur pas très reluisant? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que loin du fantasme, on va dire, de ce monstre de Frankenstein qu'est l'IA, l'intelligence artificielle est déjà présente de manière importante dans les productions et les créations de séries et de films actuels. Elle participe déjà parce que pour créer plein d'outils de production, des documents de travail, etc., elle est déjà là, l'intelligence artificielle. Là, encore une fois, on parlait des plateformes et de ce Far West législatif. L'IA, c'est la même chose. Elle vient d'arriver, ou en tout cas, elle arrive là doucement. Il est important de mettre des garde-fous, des barrières, et pour l'instant, elle n'est pas régulée. Donc, ce qu'a fait cet accord entre les studios et la WGA, par exemple, c'était de simplement dire, OK, c'est bien que son pouvoir s'arrête là, ou qu'il commence là, ou qu'il puisse faire ci, qu'il puisse faire ça. On parlait des acteurs et des voix, mais pour vous donner des exemples, on a Peter Cushing dans Rogue One il y a quelques années qui lui avait redonné son visage pour... Alors qu'il était assez pionnier là-dessus. Il y a déjà eu plusieurs dans différentes séries, etc. L'acteur était décédé depuis des années et pourtant il était là dans ce film-là. Rajeuni, Mark Hamill. Donc elle est déjà là véritablement, mais c'est comme cet accord, mettre des garde-fous pour encadrer ça, pour que ça reste un outil utile, parce que c'est un outil utile, mais encadré. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de l'IA à multiples reprises. On n'est qu'au début de cette ère de l'intelligence artificielle dans le divertissement. D'un mot, Margot, une grève, c'est quand même des gens qui s'arrêtent de travailler. Ça veut dire qu'il n'y a plus de scénaristes, il n'y a plus d'acteurs, on n'écrit plus, on joue plus. Comment ça va impacter le calendrier de sortie des séries? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dans les 6 prochains mois, on n'ait plus rien à regarder? Alors, plus rien à regarder, sûrement pas, parce qu'on sait que les plateformes ont quand même beaucoup de stock. En revanche, oui, on sait déjà que des séries vont prendre du retard. Alors, il faut pas, non seulement elles ont beaucoup de stock, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'il y a des productions indépendantes et des productions autres qu'américaines qui se font. Donc, si, on va encore avoir des séries à regarder, pas d'inquiétude. En revanche, on sait qu'il y a des séries très attendues, comme la prochaine saison de Stranger Things sur Netflix, par exemple, qui prennent du retard, qui ont pris du retard. Et là, ça va reprendre. Tout dépendait en fait du stade de production de la série. Est-ce qu'on en était encore à l'écriture? Et dans ce cas, là, ça va pouvoir reprendre. Mais si on en était au stade du tournage, on ne peut pas reprendre puisque les acteurs et les actrices sont toujours en grève. Donc,
il ne faut pas s'attendre à ne plus rien avoir. En revanche, pour des séries qu'on attendait beaucoup, des suites notamment, on peut effectivement, enfin on sait qu'on va attendre plus longtemps que prévu. Eh ben, en attendant de voir ces séries qui sortiront dans un futur plus ou moins lointain, on va s'intéresser à celles qui sont disponibles en ce moment. On passe aux séries de la semaine. Et la série de la semaine, c'est carrément un événement mondial. N'ayons pas peur des mots, c'est la sortie ce 5 octobre de la 3e partie de Lupin, la série française sur Netflix. Alors c'est avec Omar Sy qui endosse le rôle, pas la cape, parce que bon, on a un petit peu évolué entre-temps, du célèbre gentleman cambrioleur. C'est donc la 3e partie, une salve de 7 nouveaux épisodes. Il y en avait 5 dans les 2 premières saisons. Thibaut, cette saison qui sort, cette saison 3 du coup, on en est un peu où? Qu'est-ce que ça nous raconte du personnage de Lupin? Comment a-t-il changé entre cette saison 2 et cette saison 3? Alors cette partie 3 est assez particulière parce que si on se souvient bien, en 2021, les 2 parties avaient été... C'était un peu 2 parties d'une même saison véritablement. Donc c'était 2 saisons mais la même histoire véritablement. Là on est 2 ans plus tard. Cette partie 3 est même temporellement un peu plus écartée des événements précédents. Et on a un Hassan Diop qui a fui la France pour protéger sa famille et qui doit revenir pour... Hassan Diop qui est donc le nom du personnage, qui ne s'appelle pas Lupin dans cette série. On l'a un peu renommé. Tout à fait, qui est donc un fan du gentleman cambrioleur et qui revient pour un ultime casse. Et cet ultime casse va finalement être plus personnel, plus intime que jamais. Voilà, on en a un petit peu là, mais comme tu l'as dit, c'est le retour d'une série mondialement populaire, véritablement. Tout à fait, une série française, hein, malgré tout. On va rentrer dedans, Margot. Vous avez tous les deux vu cette série. Qu'est-ce qu'on en pense? On rappelle qu'elle sort donc quand même, tu l'as dit, 2 ans après les 2 premières saisons. Est-ce que ces 2 années, elles ont été bien mises à profit? Est-ce que cette 3e partie de Lupin, elle vaut le coup? Alors moi, je suis très cliente du pitch de départ qui est effectivement pas du tout de prendre Arsène Lupin, mais de prendre un fan d'Arsène Lupin qui réinterprète de façon beaucoup plus moderne ses plus grands faits d'armes. Donc ça, j'aime beaucoup. Et on a toujours ce casting qui a l'air vraiment d'y prendre beaucoup de plaisir et c'est assez communicatif à l'écran. Après, moi, je retrouve dans cette saison 3 les mêmes défauts que la saison 1 et 2. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une série... Alors, moi, j'adore ça en plus. J'adore les casses, les trucs où, en fait, après, vous revenez en arrière pour comprendre exactement comment les choses se sont passées. Il y a des twists, etc. Là, moi, je suis face à une série qui m'épuise. Chaque épisode, il y a 5 twists à chaque fois. Mais, et paradoxalement, c'est la même construction. Donc, en fait, c'est à la fois surprenant et plus du tout. Au bout d'un moment, vous êtes juste fatigué. Oui, on sait qu'il va y avoir un twist. Voilà, on sait que ça va pas se passer comme ça. On sait qu'on va faire un retour en arrière de quelques heures pour qu'on nous explique tout ce qui s'est passé. Et en fait, au bout d'un moment, c'est très paradoxal, mais vous avez à la fois plein d'idées et une série très paresseuse qui raconte à chaque épisode toujours la même chose. Et ça, moi, du coup, je reste un peu sur ma faim et je reste aussi sur ma faim par rapport aux personnages secondaires qui sont... pour moi, assez bâclé. Tu le disais, Thibaut, effectivement, il n'y a pas que Omar Sy, c'est une histoire assez intime du personnage d'Hassan Diop, qui a trait à sa famille, à ses origines, etc. Est-ce que ce volet-là, on va dire moins spectaculaire, la partie casse, on en a parlé, est-ce que la partie développement des personnages, est-ce qu'elle est réussie? Alors, non, mais après, elle est spectaculaire quand même cette saison. Il y a quand même des séquences assez impressionnantes. Encore une fois, c'est une série qui visuellement, même dans l'ambition, est un peu plus intéressante que les autres productions françaises, par exemple. Mais comme l'a dit Margot, la formule, la recette s'épuise très très vite. On y retrouve, tu l'as dit, cette structure de complicité avec le spectateur, regarder ce qui va arriver. Mais du coup, le défaut, c'est que, mine de rien, Hassan Diop, on sait qu'il est jamais trop en péril, on sait qu'il est jamais trop en détresse, parce qu'on sait que dans 5 minutes, on va avoir la résolution et que finalement, tout ça n'était qu'une manigance de sa part. Et comme tu l'as dit, j'ai trouvé cette saison 3 paresseuse et surtout avec des personnages extrêmement stéréotypés. On a des journalistes, on a des policiers et des dialogues qui sont parfois à la limite de l'amateurisme. Il y a vraiment des discussions qui sont un petit peu parfois, comme tu le dis, paresseuses. Oui, et puis toute l'intrigue autour de sa jeunesse et de sa famille, je trouve, n'est pas très réussie. Enfin, on n'arrive pas à sentir l'enjeu dramatique. Là, en l'occurrence, il fait un casse pour protéger un membre de sa famille, pour sauver un membre de sa famille.
dont on n'a pas grand-chose à faire. Et en fait, c'est dommage parce que c'est ça qui est censé vraiment nous entraîner avec lui dans ses aventures. Et en fait, non. Avis mitigé, on va dire. Voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu snob ? Je suis obligé de vous titiller un peu là-dessus. Les critiques, déjà, des 2 premières parties n'étaient pas forcément exceptionnelles. On parle quand même malgré tout d'audience assez phénoménale. Alors, on en a un peu parlé en première partie. Les audiences de Netflix sont toujours un peu bancales. On ne sait pas exactement ce que ça vaut, mais à l'époque de la sortie des 2 premières parties, la série s'était hissée numéro 1 aux États-Unis. C'était la première fois qu'une série française sur Netflix arrivait à être numéro 1 aux États-Unis. Elle était dans le top 10 de plein de pays sur les 5 continents. Il y a quand même visiblement des gens qui adorent regarder cette série dans le monde entier. C'est français. Soyons réjouis un petit peu qu'une série française cartonne un peu à l'international. Est-ce que parce que c'est français, on est plus dur aussi avec cette série que avec La Casa de Papel, par exemple, qui est espagnole, et du coup, ou avec d'autres séries un peu, on va dire, faciles, mais qui sont pas françaises? J'ai envie de dire que nul n'est prophète en son pays, peut-être, mais non, on n'est pas on adore le Bureau des légendes, on adore une série quand c'est une série effectivement. J'aime pas du tout La Casa des Papel. Voilà, merci. Oui, alors peut-être qu'il y a ce côté français où en fait il y a moins le charme quand on est quelqu'un qui n'est pas en France, de voir, tiens, c'est français, c'est Paris, il y a cette image, pas d'Épinal, mais il y a on achète moins les clichés. On achète moins les clichés. En France, on dit, non, en fait, on sait très bien qu'en réalité, c'est comme ci, c'est comme ça, donc on a peut-être ce regard un peu plus critique. En voiture en 10 minutes. Oui, par exemple. Il faut le dire aux Américains. Mais donc oui, peut-être qu'on a ce regard peut-être un peu plus dur sur la série, mais encore une fois, des bonnes séries françaises, il y en a. Et quand elles arrivent, on les plébiscite sans problème. On est sévère, mais juste. Tout à fait. Et le mieux, c'est que chacun se fasse son avis là-dessus. On va terminer cette émission avec la carte blanche de nos 2 invités. Le principe, il est très simple. Chacun vient avec son coup de cœur ou son coup de gueule. On ne va pas se priver parfois aussi de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien et qu'il ne faut pas les regarder. Je crois que pour cette première, ce sont 2 coups de cœur. Et on va commencer avec toi, Margot. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Eh bien, je vous recommande une série française, justement. Alors, écrite par un Belge, mais française, qui s'appelle Sous contrôle et qui est diffusée sur Arte. Donc, c'est une comédie politique. Et pour le coup, c'est pas du tout un genre français au départ. C'est très britannique, un peu américain. Et puis, donc, Sous contrôle, c'est l'histoire en fait de Marie Tessier, qui est jouée par Léa Drucker, qui est humanitaire et qui va être propulsée au ministère des Affaires étrangères. Alors qu'elle est dans les toilettes d'une grande station de radio. Et elle accepte. Et en fait, au moment où elle accepte, elle ne peut pas le savoir, mais des otages français sont pris au Sahel. Et elle va devoir régler cette crise. Alors, c'est vraiment une comédie satirique comme on les aime, avec toute cette vision du pouvoir qui est un peu toujours en incapacité de faire autre chose que des PowerPoint totalement inutiles. Avec aussi, on rit de tout. On rit beaucoup avec ces preneurs d'otages qui font remplir des questionnaires de satisfaction à leurs otages à la fin. Et arriver à rire de ça, c'est aussi quand même la preuve d'une grande finesse d'écriture, grande finesse d'interprétation. Léa Drucker est géniale, mais c'est aussi Samir Ghesmi qui joue son chef de cabinet, qui est absolument délicieux. Et ce qui est super, c'est que c'est une série très drôle, mais pas populiste non plus. On n'a pas cette vague de la politique, de toute façon, c'est pourri. Il y a vraiment quelque chose de profondément joyeux quand même derrière ça. Et je finirai juste en disant qu'il y a un personnage de chauffeur de taxi, groupie de Bernard Kouchner, qui vaut le coup à lui tout seul. Et moi, j'attends le spin-off. C'est très rare. Alors moi, la série, elle m'intéresse déjà parce que Léa Drucker, je dois avouer que c'est une actrice que je n'aimais pas forcément au début de sa carrière. Et je la trouve de plus en plus intéressante dans ses choix de rôle. Très et elle a un potentiel comique qui n'est pas forcément évident, mais on l'avait déjà vu dans Incroyable mais vrai, le film de Quentin Dupieux avec Alain Chabat. Elle était hilarante et dans cette série, j'ai l'impression qu'elle va encore un peu plus loin et qu'elle pousse encore plus cette tout à fait, comique. Et dans l'humour un peu pince sans rire, donc vraiment allez-y aussi pour elle est absolument géniale. Et c'est donc à voir sur Arte c'est ça. .tv. Et combien d'épisodes ? C'est 8 épisodes. 8 épisodes, très bien. On va donc sortir de l'autre côté de la table pour la deuxième recommandation de cette semaine. C'est aussi un coup de cœur. Thibaut, qu'est-ce que tu nous recommandes de voir ? Alors Margot parlait de spin-off de chauffeur de taxi. Moi, je vous parle de spin-off de série de super-héros, puisque je vais vous parler de Gen V, qui est donc le spin-off de la série The Boys, qui raconte les aventures de jeunes étudiants super-héroïques dans une université, alors qu'ils découvrent et à la fois leur pouvoir et à la fois aussi les affres d'être un jeune homme ou une jeune femme, et donc la compétition, les hormones et tout ça.
ça et tout ça. Et aussi les secrets un peu sombres de cette université. Alors Gen V, c'est une série, je pense, assez populaire. Elle est un peu partout sur les réseaux et dans la rue, donc les gens en ont sans doute entendu parler. Moi, j'avais un peu de crainte, moi, sur cette série spin-off parce que The Boys est assez particulier. Oui, The Boys, c'est quand même pas la série classique de super-héros. Voilà. Hein, c'est plutôt une satire de ce monde qu'on voit tous dans les films depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Et du coup, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Amazon, The Boys, propose, on va dire, une variation du teen drama fantastique, un peu à la, ce qui marche très bien, c'est-à-dire qu'un peu à la Riverdale, un peu à la Mercredi. Et c'est très réussi, puisque, notamment dans l'écriture de ces personnages, ils vont prendre le biais de ces super-pouvoirs sont en fait des pathologies, des traumatismes avant tout. Et donc ça aide beaucoup à la construction des personnages, notamment lors d'une scène d'ouverture de la série qui est assez traumatisante et assez impressionnante. Donc non, c'est finement écrit, ça équilibre bien, on va dire, le ton un peu irréférencieux et puis très drôle, c'est quand même très drôle, il y a du sens. Oui, alors c'est aussi effectivement l'autre aspect, voilà. Pour avoir vu The Boys, c'est quand même une série qu'il ne faut pas mettre devant tous les yeux, on va dire, c'est quand même assez sanglant, voire beaucoup sanglant, ça va assez loin, c'est très cru, etc. Sur la nudité aussi. Ce que j'allais dire, est-ce que Gen V, qui se place dans un univers un peu plus, tu l'as dit, teen drama, adolescent, est-ce que ça va aussi loin ou est-ce qu'ils sont un peu contenus cette fois sur l'hémoglobine? Alors ça va très loin même, puisque comme je l'ai dit, la scène d'ouverture est assez impressionnante, et puis on retrouve, on va dire, dans tous les épisodes de la série, cette propension à parler de sexe, à parler de violence, à parler encore une fois de sujets aussi, mais derrière ce vernis qui peut être un peu aguicheur de regarder, on va avoir du sang et de la violence et du sexe. La série, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle est réussie parce qu'elle parle de vraies questions d'adolescence, encore une fois, de cette pression sociale aussi des parents, de ces troubles qu'on peut avoir avec de scarification, de boulimie, de choses comme ça. Donc ça traite finalement le thème super-héroïque avec cette variation adolescente, jeune, qui est plutôt intelligemment écrite et plutôt intelligemment traitée. Donc c'est une belle surprise. Oui, effectivement, on voit assez bien le rapport qu'on peut faire entre le corps qui change à l'adolescence et le corps des super-héros qui peut parfois changer aussi, se mettre en flamme, élastique. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, donc c'est Gen V, c'est sur Prime Video. C'est sur Prime Video et ça devrait vous permettre de voir aussi l'excellent Jury Duty, qui est aussi une autre série Prime Video qui est sortie le mois dernier, qui est aussi très bien. Très bien, c'était les conseils de Thibaut. C'est déjà la fin de ce premier numéro d'épisode suivant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Margot Barallon. Merci à vous. Merci Thibaut Gomez-Léal. Merci. Allez suivre évidemment nos deux invités sur Twitter. Vous y découvrirez d'autres formidables recommandations de séries et analyses des plateformes de streaming et de leur actualité foisonnante. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à décrypter cette actualité avec de nouveaux invités.